merci de prendre le temps d'assister à la conférence aujourd'hui. Puis merci aux gens aussi à distance. Je m'appelle Catherine Julien, je suis orthophoniste, puis j'ai complété un doctorat en janvier dernier en sciences cliniques biomédicales à l'Université Laval. Puis ça portait sur la relation entre les habiletés langagières d'enfants pris en charge pour négligence et la qualité des interactions en service de garde éducatif. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce titre-là. Donc, aujourd'hui, on va faire un survol des grands concepts de la problématique. Donc, négligence et langage, puis qualité des interactions en service de garde. Ensuite, je vais vous présenter l'objectif de recherche, mais l'objectif aujourd'hui, pour moi, envers vous, c'est vraiment de vous familiariser avec la relation, qualité des interactions, puis langage en contexte éducatif. Je vais vous présenter les aspects méthodologiques, les résultats, puis on va conclure le webinaire avec une discussion sur les perspectives de recherche, mais surtout, ce que je pense qui va peut-être plus être intéressant, ça va être sur les implications cliniques, les retombées de mes résultats de recherche. Donc, d'abord, pour la problématique, négligence langage, il y en a beaucoup. En regardant la liste des participants, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient du domaine de la protection de la jeunesse, mais pour ceux et celles qui ne le sont pas, la négligence envers les enfants, c'est encadré par la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, c'est une réponse inadéquate de l'entourage de l'enfant à ses besoins physiques, éducatifs et de la santé. Et quand il y a une prise en charge par la DPJ, c'est qu'il y a une compromission au niveau de la sécurité et ou du développement de l'enfant. Donc, on parle vraiment d'une rupture à deux niveaux, donc famille-enfant et famille-société d'une façon plus large. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la perspective du développement langagier de l'enfant comme orthophoniste, c'est vraiment le développement langagier, justement, et la négligence envers les enfants, c'est caractérisé très souvent par une faible stimulation langagière, des interactions par enfant qui sont peu chaleureuses et sensibles, donc peu ajustées au niveau de l'enfant, et des rares occasions d'apprentissage, donc moins d'interactions, moins de moments d'interaction, et quand il y en a, ils sont de moindre qualité que dans les familles qui vivent pas de situation de négligence. Donc, ça se traduit par une forte prévalence des difficultés langagières. Dans la population générale, pour les enfants d'âge préscolaire, là, à 3 ans, on parle d'une prévalence entre 10 et 20 %. Mais quand on se retrouve avec des familles en situation de négligence, c'est jusqu'à 4 fois plus élevé, donc autour de 42 % des enfants qui présentent un retard de langage significatif. Donc ça c'est une étude qui a été faite auprès d'enfants québécois. Et pourquoi le contexte de négligence amène autant de répercussions, autant de conséquences sur le développement du langage? Le langage, ça se développe par des interactions mutuelles, réciproques entre 3 grandes composantes. Donc ici, ce que je vous présente, c'est un modèle explicatif qu'on dit le modèle émergentiste du développement langagier. Donc, ce que ça prend pour que les habiletés de langage d'un enfant se développent, ça prend d'abord des capacités initiales, attentionnelles, la préservation des structures cérébrales, par exemple, pour apprendre, traiter, compiler l'information langagière. Ça demande aussi une stimulation langagière ajustée au niveau de l'enfant, donc ajustée à son âge, à son niveau de développement, dans un contexte chaleureux et sensible. Donc, et puis aussi, ça demande l'engagement actif de l'enfant. Donc ça, c'est plus les aspects motivationnels à interagir avec une autre personne et à mobiliser ses capacités pour être réceptif, à apprendre, à compiler, à être attentif à l'information langagière. En contexte de négligence, on peut s'attendre à ce que une ou plusieurs de ces composantes-là soient compromises. D'abord, les capacités initiales, parce que parfois, il va y avoir eu de la consommation chez la maman pendant la grossesse. Donc, les enfants ont des risques de maladies congénitales, par exemple, ou dans leur développement du cerveau. Il peut y avoir des risques associés à ça. On sait, comme j'ai dit un petit peu plus tôt aussi, que la stimulation langagière est en quantité et en qualité est moins élevée que dans les familles qui ne sont pas en situation de négligence.
Et finalement, l'engagement actif de l'enfant, je disais tantôt que c'est les aspects plus motivationnels, donc liés au conditionnement. L'enfant apprend que les situations de communication sont plaisantes. Donc, dans ces contextes-là, l'enfant va vouloir reproduire parce que c'est un souvenir, c'est une expérience agréable. Mais quand c'est en contexte de négligence où c'est moins chaleureux et ou moins fréquent, on va s'attendre à ce qu'il y ait moins de reproduction de ces situations de communication-là. Donc, le modèle explicatif du développement langagier nous permet de jeter un éclairage ou du moins de comprendre pourquoi en contexte de négligence, il y a autant de difficultés langagières. On a beaucoup de connaissances sur le développement du langage des enfants négligés en contexte anglophone. Donc, on sait par exemple que les enfants vont avoir moins de mots de vocabulaire, vont faire des phrases plus courtes et vont avoir moins tendance à entrer en contact, à manifester moins d'intention de communication que les enfants qui ne sont pas en situation de négligence. Moi, dans le cadre de mon doctorat, je me suis intéressée à une composante du langage qui est la morphosyntaxe, donc l'habileté à construire des phrases. Puis plus précisément, je me suis intéressée à la longueur moyenne des énoncés. Donc, la LMA, que je vais utiliser comme abréviation pour la suite. Donc, à la lumière de tout ça, où est-ce qu'on sait que la relation parent-enfant est fragilisée, il y a une rupture, ou en tout cas, de ce qu'on sait des études, c'est moins chaleureux, moins sensible, comme je disais. Moi, je me suis intéressée à d'autres milieux. Le parent va toujours être très important dans l'interaction, les occasions d'apprentissage offertes à l'enfant, mais moi, je me suis intéressée à d'autres milieux qui sont susceptibles d'enrichir les habiletés langagières de ces enfants-là en situation de négligence. Donc, les services de garde éducatifs qui ont exactement pour mission de soutenir le développement global de l'enfant dans son langage par la mise en place de pratiques éducatives de qualité. Donc, ça, c'est la mission des milieux de garde, que ce soit les CPE, les garderies en milieu familial, ils ont tous cette mission-là. Donc, ce qu'on sait des services de garde éducatifs aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'investissements dans les programmes de prévention, donc Head Start, Abecedarian Project. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements pour soutenir le développement des enfants en situation de vulnérabilité socio-économique, donc beaucoup en la pauvreté. Donc, on sait par plusieurs études que les services de garde éducatifs ils ont un rôle protecteur dans le développement langagier des enfants, mais ceux qui sont en situation de vulnérabilité socio-économique, comme je vous disais. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être étudiées dans les services de garde éducatifs. Par exemple, on peut parler il y en a beaucoup qui s'intéressent au type de service de garde. Donc, est-ce que c'est un milieu de type CPE? Est-ce que c'est un milieu de type familial? Ou est-ce que c'est un plus petit nombre d'enfants, par exemple, un milieu de vie différent, là, où est-ce qu'il y a des enfants de différents âges, tu sais, donc il y en a qui s'intéressent au type. Il y en a qui peuvent s'intéresser aussi à la quantité d'exposition, donc est-ce que l'enfant il est rentré à quel âge, donc depuis combien de temps il est en milieu de garde, il fréquente à raison de combien d'heures par semaine. Mais ce qui serait le plus déterminant dans les indicateurs liés au service de garde, c'est vraiment la qualité et plus encore la qualité des interactions entre les enfants puis entre l'éducatrice et les enfants. Donc, comme orthophoniste, c'est un terreau très, très fertile de façon de promouvoir la communication, le langage des enfants. Donc, je me suis intéressée à savoir qu'est-ce qu'ils connaissaient. On sait beaucoup de choses, comme je vous disais, sur les enfants défavorisés, mais les enfants qui sont en situation de négligence, c'est quand même une autre clientèle, là. C'est pas parce que une famille est en situation de pauvreté qu'elle va vivre de la négligence. Donc, qu'est-ce qu'il y en a pour ces enfants-là qui ont un profil particulier? Donc, il y a eu, dans ce que j'ai recensé, pendant mon doc, 3 études, 2 équipes de chercheurs qui ont sorti 3 papiers sur la relation langage et milieu de garde. Donc, ils ont étudié le vocabulaire, mais il n'y en a aucun qui a regardé la qualité des interactions. Donc, ils regardaient plus le type, est-ce que c'était un milieu qui était accrédité ou pas. Donc, ils voyaient ça comme un gage de qualité, l'accréditation, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui manque peut-être de précision, tu sais, qui n'offre pas un portrait vraiment très précis. Donc,
à ce niveau-là, il y avait un manque. Donc, notre directeur scientifique avait écrit sur le tableau tous ceux qui cherchent ne sont pas nécessairement perdus. Donc, il y avait un trou dans la littérature, il y avait des connaissances à produire. Et donc, je me suis lancée dans mon doctorat en 2014. Il y a eu un article de publié dans Child Maltreatment avec mes directrices où ça, c'est vraiment plus descriptif sur les habiletés morphosyntaxiques d'enfants négligés. Et puis, il y en a un autre qui est soumis à une revue, là, puis c'est vraiment cet article-là, le deuxième que je vous présente aujourd'hui. Donc, des résultats tout chauds, mais qui n'ont pas encore été publiés. Donc, ça m'amène à vous présenter l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats sur l'examen de la relation entre la qualité des interactions dans le groupe en service de garde éducatif et la présence de difficultés morphosyntaxiques chez les enfants négligés. Donc, comme je disais, les habiletés morphosyntaxiques, plutôt, c'est l'habileté des enfants à combiner des mots, à faire les bons accords pour les temps de verbe, les accords en genre, les accords en nombre, et de les placer dans le bon ordre dans une phrase. Puis moi, je me suis intéressée pour faire l'étude de la relation précisément à la longueur moyenne des énoncés, donc la LME de ces enfants-là. Pour les aspects méthodologiques, mon projet de doctorat il s'insérait dans un plus grand projet qui est la cohorte ELAN, études longitudinales sur le langage et la négligence, à laquelle participent 71 enfants pris en charge par 4 centres jeunesse du Québec pour négligence ou risque sérieux de négligence et 99 enfants non négligés qui ont été recrutés dans des CPE de la région de Québec. Et tous ces enfants-là ont été vus à un intervalle de 6 mois à la maison pour documenter différents aspects de leur langage et des déterminants personnels, sociaux, environnementaux de l'enfant et de sa famille. Donc, c'est une étude qui était pilotée par Odette Sylvestre, qui est professeure à l'Université Laval en orthophonie. Donc, mon projet, c'était au 3e temps de mesure. Donc, quand les enfants étaient âgés de précisément 4 ans, ils rentraient dans le projet à l'âge de 3 ans. Moi, je les voyais au 3e temps de mesure. Donc, c'est une étude transversale, une seule prise de mesure à un temps. Le groupe expérimental s'est formé pour l'étude 1, qui est le premier article qui a été publié. On avait 39 participants. Pour l'étude que je vous présente aujourd'hui, c'est 18 enfants négligés francophones qui ont produit au moins 50 énoncés, là, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour permettre un calcul valide de leur LME et qui avaient passé au moins 50 jours dans un service de garde éducatif. Le groupe de comparaison, c'est 86 enfants du même âge, non négligés et aussi francophones. Donc ici, les caractéristiques des participants, comme à gauche, vous avez le groupe de comparaison, donc les enfants non négligés. Et puis, à droite, vous avez les 2 échantillons pour les 2 études. La première, c'était pour la description plus détaillée des habiletés morphosyntaxiques. Mais aujourd'hui, les participants qui nous intéressent, c'est ceux de l'étude 2, donc 18, majoritairement des garçons. Un peu plus que le 3/4 des participants sont des garçons. Puis quand on regarde les caractéristiques socio-économiques, donc ils présentent beaucoup plus de facteurs de risque, ce qui est un peu des facteurs de risque qui sont souvent fortement associés au contexte de négligence envers les enfants. Là. Donc, une famille non intacte, ça peut être soit une famille recomposée ou des situations de monoparentalité, ou que l'enfant est dans une famille d'accueil. Et puis, la pauvreté économique, là, où est-ce qu'on a presque les 2/3 des participants d'enfants négligés qui étaient sous le seuil de la pauvreté, sous le seuil de faible revenu. Donc ici, je vous présente les outils de mesure qu'on a utilisés. Le premier, c'est un questionnaire qui a été complété avec les familles pour documenter différentes caractéristiques de l'enfant et du contexte familial. Pour le niveau de développement morphosyntaxique, c'est un échantillon de langage spontané. Là, donc, on a retranscrit 50 énoncés qu'un enfant a produits dans un contexte de jeu. C'est un jeu entre une auxiliaire de recherche et l'enfant. Puis, tous les enfants étaient exposés au même scénario de jeu, aux mêmes sollicitations, puis au même matériel pour
contrôler là, dans une certaine mesure les productions de l'enfant pour donner les mêmes chances à tout le monde. Donc, on a fait une transcription de 50 énoncés. Alors, ceux qui en avaient produit moins de 50, ben, n'étaient pas admissibles à ce volet-là de l'étude parce que on voulait vraiment avoir une mesure valide. Puis 50 énoncés, ce qu'on sait des études, c'est que c'est suffisant pour avoir la vraie valeur de la LMI des enfants. On a aussi fait compléter un questionnaire à l'éducatrice pour documenter certaines caractéristiques comme son nombre d'années d'expérience avec les enfants en contexte éducatif, sa formation initiale, c'était en quoi, et puis est-ce qu'elle travaille à temps complet, depuis combien de temps elle est avec ce groupe d'âge-là, donc des indices, des caractéristiques de ce genre-là. Puis, finalement, pour mesurer la qualité des interactions dans le groupe, on a utilisé le Class Assessment Scoring System Pre-K, donc pour les enfants de 3 et 5 ans. C'est un outil d'observation de la qualité des interactions dans le groupe. Donc, c'est pas pour un enfant en particulier, c'est une appréciation de la qualité des interactions pour un enfant moyen, là. Donc, c'est pas pour un enfant en particulier. Ça se passe dans le milieu de garde et puis c'est une observation qui se fait sur 4 cycles d'observation de 20 minutes. Donc, on était toujours une observatrice certifiée. On se rend dans le milieu de garde, on y allait en avant-midi, là, parce que c'est à ce moment-là où les enfants sont le plus actifs. Puis, on avait des contextes similaires, là, où est-ce qu'il y a des routines, par exemple, d'habillage, de transition pour aller jouer dehors, les collations. Donc, on avait différents contextes. Et puis, l'outil est divisé en 3 domaines. Donc, le soutien émotionnel, l'organisation de la classe, puis le soutien à l'apprentissage. Et ça se décline en 10 dimensions. Pour chaque dimension, on accorde une cote là, sur une échelle Likert de 1 à 7, 1 étant un niveau de qualité très faible, 7 étant un niveau de qualité très élevé. Et puis, on fait une moyenne sur les 4 cycles d'observation pour avoir une moyenne globale par dimension. Et on arrive aussi à une moyenne par domaine. Donc, comme il y a beaucoup de dimensions, je vais vous présenter un petit peu plus en détail celles qui ressortent dans les analyses comme étant associées aux habiletés de langage des enfants. Mais si vous avez d'autres questions, on pourrait y revenir avec plaisir plus tard. Donc, les analyses statistiques, bien, dans le cadre du doctorat, il y en a plusieurs qui ont été faites, mais vraiment pour aujourd'hui, ce qu'on a utilisé, c'est des analyses de régression linéaire avec la technique de Pothoff. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. Donc, d'abord, ici, ce qu'on a, c'est le portrait du niveau, des moyennes du niveau de qualité des interactions. En bas, vous voyez par domaine, donc au soutien émotionnel, on est à 6.01, donc on est dans un niveau de qualité élevé du soutien émotionnel. Organisation de la classe à 5.73, c'est dans la moyenne haute. Et soutien à l'apprentissage à 2.64, là, on est dans du faible. Donc, dans le graphique en radar, plus il y a de couleurs, plus le niveau de qualité est élevé. Donc, on voit que tout ce qui est climat positif, absence de climat négatif, sensibilité de l'enseignante, là, ça, c'est une mauvaise traduction, là, mais de l'éducatrice. Puis la prise en considération du point de vue de l'enfant, on est toujours dans le O5, 6, donc c'est une force chez les éducatrices de soutenir les enfants sur le plan émotionnel. Même chose pour l'organisation de la classe, donc la gestion des comportements, la productivité, puis de varier les modalités d'apprentissage. Ça aussi, ça ressort comme des forces chez les éducatrices. Par contre, quand on regarde le domaine du soutien à l'apprentissage, donc le développement de concepts, la qualité des rétroactions, puis le modelage langagier, on se retrouve dans du faible ou du moyen bas, là. Donc, nos résultats, ça se compare à ce qu'on observe ailleurs dans le monde, puis dans les maternelles 4 ans aussi au Québec. Donc, on retrouve le même niveau de qualité qu'ailleurs. Donc, les éducatrices dans notre échantillon ne sont pas différentes des autres. De façon plus précise, on s'est demandé dans un deuxième temps pour étudier la relation chez les enfants négligés. D'abord, on a utilisé, comme je vous disais, la longueur moyenne des énoncés. Puis à partir de ça, on a créé 2 groupes. Donc, ceux qui étaient en difficulté à partir de leur LME, donc c'est
largement en dessous de ce qui est attendu pour leur âge, et ceux qui sont jugés au développement typique, donc sur la base de leur LMA, ils n'ont pas de difficultés langagières qui ressortent pour cet indicateur-là. Donc, avec ces deux groupes-là, on a regardé est-ce que la relation entre leur LMA et la qualité des interactions, est-ce qu'elle est significative? Donc, est-ce qu'il y a une relation linéaire, positive ou négative, entre les deux? Puis, dans un deuxième temps, est-ce que la relation pour chaque groupe est différente ou est-ce que c'est la même? Donc, il y a 4 dimensions issues des 3 domaines du classe que je vous ai présenté tout à l'heure qui ressortent comme étant significativement associés ou marginalement associés. Je vous rappelle qu'on avait seulement 18 enfants, donc c'est pas un gros groupe, mais on a quand même plusieurs tendances qui ressortent. Donc, ça va être plus facile à illustrer avec les graphiques. Donc, la ligne que vous avez en pointillé en haut, c'est la courbe pour les enfants négligés qui sont dits au développement typique. Donc, leur LMA se situe dans ce qui est attendu pour leur âge. Puis, la ligne du bas, celle qui est droite, qui est pleine, c'est la ligne pour les enfants négligés qui auraient des difficultés de langage sur la base de leur LMA. Donc, on remarque d'abord que la ligne pointillée est assez plate. Donc, ici, pour la première question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une relation significative entre la LMA et la qualité des interactions? L'axe des X en bas, c'est la moyenne pour la prise en considération du point de vue de l'enfant. Puis l'axe des Y ici, c'est la LMA calculée. Donc, la ligne de pointillé, on voit que peu importe si le niveau de qualité de la prise en considération de l'enfant augmente, il ne semble pas avoir de tendance à la hausse pour les enfants qui ont une LMA attendue pour leur âge, là, typique. Par contre, quand on regarde la courbe d'en bas, il y aurait une tendance vers une relation positive entre la LMA et la prise en considération du point de vue de l'enfant. Donc, plus la qualité de cette dimension-là augmente, plus la LMA des enfants négligés qui ont des difficultés tend à augmenter aussi. Ça, c'est l'analyse visuelle qui nous permet de dire ça. L'analyse statistique ressort pas de relation significative, mais ils nous disent que les deux droites sont différentes, marginalement différentes. Donc, nécessairement, si ils sont différentes, puis qu'il y en a une qui est égale à 0, donc en l'occurrence, c'est le pointillé, ben on s'attendrait à ce que celle-là soit positive. Donc, je vous rappelle encore, avec 18 participants, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà des tendances vraiment intéressantes qui se dessinent. Donc, une dimension qui ressort en premier, c'est la prise en considération du point de vue de l'enfant. Donc ça, les indicateurs pour cette dimension-là, c'est on regarde est-ce que l'éducatrice va être souple dans sa planification en intégrant les idées des enfants dans le choix des activités, par exemple. Donc, elle peut avoir prévu une causerie en avant-midi, mais elle va questionner les enfants pour savoir, par exemple, de quoi ils veulent parler, puis elle va vraiment les laisser s'exprimer librement. Donc, elle va pas stopper les enfants dans leur élan ou, par exemple, ça sera pas rigide de non, chacun parle à son tour. Donc, elle va pouvoir inviter les enfants à poser des questions, à relancer les autres. Donc, ça, c'est un exemple d'indicateur qu'on regarde pour la prise en considération du point de vue de l'enfant. Une autre dimension qui ressort, c'est la gestion des comportements. Donc, pour cette dimension-là, on s'intéresse à savoir est-ce que ça va être la gestion positive des comportements. Donc, au lieu de dire à un enfant non, mais pas ton manteau, ça va être plutôt de le formuler à la positive et de dire regarde, Raphaël, il est assis, il attend que tout le monde soit prêt, c'est super. Elle va aussi communiquer ses attentes de façon claire, par exemple, sur le déroulement de la prochaine activité. Donc, elle va être plus en mode proactif qu'en mode réactif. De punir ou d'avertir les enfants, donc en étant clair par rapport à ses attentes puis au déroulement des activités, là, on va dire qu'elle a une bonne gestion des comportements. On va aussi juger qu'elle a une bonne gestion des comportements si les enfants se conforment. Donc, par exemple, elle pourrait avoir à avertir un enfant, mais que l'enfant va obéir, si on veut, en quelque sorte, donc il va bien répondre à son intervention.
Donc, de façon similaire à la prise en considération du point de vue de l'enfant, ici, la ligne pointillée, c'est encore une fois assez plat, donc il semble pas avoir de tendance entre la qualité de cette dimension-là augmente, meilleure est la LMA pour les enfants qui ont un développement typique. Par contre, quand on regarde les enfants négligés qui ont des difficultés sur le plan de la LMA, il y a une relation, cette fois-ci elle est significative et les pentes sont différentes l'une de l'autre. Donc, on n'observe pas la même relation pour la qualité de gestion des comportements entre les enfants négligés qui ont des difficultés puis ceux qui ont un développement typique. Ici, on arrive à il y a deux dimensions du soutien à l'apprentissage qui ressortent comme étant associées. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il y aurait une différence de relation entre les deux groupes. Donc, plus la qualité du développement de concept, et ça c'était étonnant pour nous, plus la qualité du développement de concept augmente, plus la LMA des enfants négligés en difficulté tend à diminuer. Donc, je vais y revenir dans la discussion, là, mais c'est quand même assez surprenant comme résultat. Mais on avait quand même des pistes de réflexion, puis vous pourrez y contribuer. Là, mais donc, le développement de concepts, c'est les habiletés de raisonnement, des habiletés cognitives de plus haut niveau que l'éducatrice va aller solliciter. Par exemple, les habiletés de planification d'une action, d'une activité. Ça va être aussi dans faire des liens entre une activité, un moment que l'enfant est en train de vivre et une activité, des connaissances antérieures ou une activité qu'il a déjà vécue, une expérience qu'il a vécue dans sa vie. Alors, c'est de faire des liens. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la planification, le raisonnement, c'est des habiletés cognitives de plus haut niveau. Et on observe le même phénomène pour la qualité de la rétroaction. Donc ici aussi, encore une fois, la droite pointillée qui représente les enfants négligés qui ont un développement typique semble assez plate, mais il y a une relation linéaire négative entre le niveau de qualité des rétroactions et la LMA des enfants négligés en difficulté. Donc ça, c'est un autre résultat aussi qui nous semblait surprenant. Et les deux droites, ce que les analyses nous révèlent, c'est que les deux droites sont différentes l'une de l'autre. Donc, encore une fois, on n'observe pas la même relation. Donc, un autre résultat étonnant dont on va discuter tout de suite. Donc, les constats généraux, d'abord, je l'ai dit à quelques reprises, on n'observe pas la même relation entre le niveau de qualité des interactions et la LMA des enfants négligés selon s'ils ont des difficultés ou un développement typique. Et aussi, autre constat, c'est que le soutien au développement du langage par l'éducatrice, ça semble se rattacher à plusieurs dimensions de la qualité des interactions et donc pas seulement aux dimensions de la qualité qui, intuitivement, semblent plus associées au langage, comme le modelage langagier ou la qualité de la rétroaction. Donc, pour poursuivre, on a vu qu'il n'y avait aucune relation ni tendance qui a été relevée entre la qualité des interactions et la LMA des enfants négligés qui ont un développement typique. Pourquoi? Peut-être qu'à cet âge-là, à 4 ans, les habiletés de langage qui permettent d'allonger les énoncés sont assez consolidés. Donc, l'enfant atteint une espèce de saturation de la LMA, mais la qualité des interactions, peut-être qu'elle n'exerce plus une influence sur l'allongement des énoncés, mais peut-être qu'elle contribuerait à d'autres niveaux par rapport à la complexité syntaxique ou aux habiletés discursives, qui sont des habiletés plus raffinées à cet âge-là. Donc, pour nous, ça expliquerait pourquoi les enfants négligés qui ont un développement typique n'étaient pas influencés par la qualité des interactions dans le groupe. Par contre, pour les enfants négligés qui ont des difficultés, on a relevé deux tendances positives entre la prise en considération du point de vue de l'enfant puis la gestion des comportements. Donc, comme je disais plus tôt, le fait qu'une éducatrice sollicite la participation des enfants, qu'elle démontre de la souplesse dans sa planification, qu'elle soit ouverte à intégrer les idées des enfants puis qu'elle les laisse s'exprimer dans le groupe, ça crée un contexte de communication qui est plus significatif pour les enfants, puisque les études nous montrent, c'est que quand l'éducatrice, justement, laisse la place
aux enfants à choisir, je donnais par exemple tantôt le thème la causerie, ben ça crée un engagement plus fort chez l'enfant, donc c'est plus significatif, il va avoir plus tendance à parler et par le fait même à développer ses habiletés de langage. Pour la gestion des comportements, notre interprétation de la relation positive, c'est que plus l'éducatrice est prévisible dans ses attentes envers les enfants, qu'elle anticipe les comportements qui peuvent être dérangeants, puis qu'elle nomme les comportements qu'elle remarque qui sont appropriés, les comportements qu'elle souhaite observer, plus l'enfant il sait ce qui est attendu de lui, puis ça enlève une espèce de pression où il y a moins de ressources à allouer à qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais il peut aller un petit peu plus loin dans les apprentissages parce qu'il sait ce sur quoi il doit mettre son attention et ça va être rassurant pour lui. Maintenant, pour les deux tendances négatives qu'on a observées entre la qualité des rétroactions puis le développement de concepts et la LME des enfants négligés en difficulté, on avait quelques pistes d'explication. D'abord, le niveau de qualité du développement de concept et de la rétroaction était assez faible, à 1,99 et à 2,85 sur une échelle de 7. Donc, c'est des niveaux de qualité faibles ou moyens faibles. Donc, ça peut d'une part refléter un manque d'occasion d'enrichissement des habiletés de langage chez les enfants. Il y a des chercheurs qui sont intéressés au niveau de qualité minimale théorique, donc une espèce de seuil critique à partir duquel on peut s'attendre à des effets positifs sur les enfants. Parce que quand le niveau de qualité d'une dimension est pas très élevé, ben c'est moins surprenant de pas observer des bienfaits. Mais là, nous, on observait plutôt des relations négatives. Mais bref, ce seuil minimal-là sera à 3,25 sur 7, ce qui était juste atteint par deux des 15 milieux où on est allé observer. Par contre, comme je vous disais, les éducatrices de notre échantillon se comparent à celles, à d'autres éducatrices et enseignantes du Québec et à l'international. Deuxième piste qu'on a envisager, tu sais, pourquoi quand la qualité d'une dimension augmente, ben la LME des enfants suit pas. Donc, pourquoi elle tend au contraire à diminuer? Donc, première chose qu'on s'est demandé, c'est est-ce que les stratégies d'étayage de ces deux dimensions-là sont utilisées auprès des enfants négligés? On sait que pour des adultes, c'est plus facile d'interagir avec un enfant qui a un développement typique qu'un enfant qui a des difficultés de langage. Donc, on se retrouve avec une espèce d'effet Matthew de les meilleurs deviennent meilleurs et les moins bons enfants qui ont des difficultés parce que ça demande plus d'ajustement conscient de la part de l'éducatrice ou d'un adulte. Ça va être plus difficile d'interagir avec, donc ils vont avoir moins tendance à parler à ces enfants-là. Donc, on s'est demandé d'abord, ben peut-être que l'éducatrice qui utilise plus de stratégies de développement de concepts puis qui poursuit l'échange avec la qualité de la rétroaction, c'est bien, mais c'est peut-être pas adressé à l'enfant négligé pour qui on a pris des mesures. Comme je vous ai dit plus tôt, je vous rappelle que la qualité des interactions, c'est l'expérience moyenne d'un enfant moyen. Donc, ça mesure pas exactement la stimulation langagière que l'éducatrice offrait à l'enfant négligé qui nous intéressait. Dans un deuxième temps, on s'est demandé est-ce que les stratégies de développement de concepts, c'est-à-dire les habiletés de plus haut niveau cognitif et la qualité de la rétroaction, c'est-à-dire de poursuivre l'échange et d'ajouter de l'information, est-ce que c'est ajusté au niveau de développement des enfants? Donc, dans le premier article qu'on a sorti sur la description plus détaillée des habiletés morphosyntaxiques des enfants négligés, ils pouvaient avoir un niveau développemental au niveau du langage similaire à un enfant de 2 ans. Donc, c'est vraiment différent par rapport aux enfants qui sont plus vieux ou ben, du moins qui sont pas en difficulté. Donc, possiblement que les stratégies de développement de concepts, de qualité des rétroactions sont ajustées à l'ensemble du groupe, mais peut-être pas à la zone proximale de développement d'un enfant précisément. Donc ici, je vous ai mis le class. Nous, on utilisait, c'est peut-être un peu petit, là, mais on utilisait la version pre-K, là, donc pour les 3-5 ans. C'est pas dans c'est un petit ajout de dernière minute que j'ai fait dans le PowerPoint, je crois, ou que j'ai déplacé. Bref, les dimensions
auxquels on s'intéresse pour le pre-K, donc pour les enfants de 3-5 ans, sont pas les mêmes que pour les toddlers de 2-3 ans. Donc, pour les plus jeunes, il n'y a pas d'abord, il n'y a pas le domaine d'organisation de la classe, mais aussi les dimensions du soutien à l'apprentissage sont différentes. Donc, on ne parle pas de développement de concept, mais on parle de facilitation à l'apprentissage. Donc, sachant que certains enfants négligés ont un niveau de développement qui ont 4 ans, mais que leur niveau de développement langagier s'apparente à celui d'enfants de 2 ans, est-ce qu'on devrait envisager un outil de mesure adapté à leur âge chronologique ou à leur niveau développemental? Donc ça, c'est une question qu'on se pose. Moi, quand j'ai commencé mon doctorat aussi, il y avait le classe était très effervescent dans la littérature, tout le monde l'utilisait, mais pendant mon doc, il a commencé à être remis en question. Il y a aussi d'autres mesures qui sont bonifiées, par exemple le in-class, qui regarde vraiment l'expérience pour un enfant de la qualité des interactions. Donc, c'est pas l'expérience moyenne, c'est pour un enfant. Donc, ça aussi, ça aurait pu être intéressant à documenter. Alors, peut-être s'il y a des étudiants qui nous écoutent, il y a de la place pour notre doc. Donc, en conclusion, les forces de l'étude, on a vraiment un groupe d'enfants, pour le groupe expérimental, un groupe d'enfants homogène, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont tous eu le même motif de prise en charge pour négligence. Donc, parfois, dans les études, on dilue un peu parce que c'est un échantillon d'enfants maltraités, mais il va y avoir de l'abus physique, de l'abus sexuel, mauvais traitement psychologique, négligence. Puis, on sait que la négligence a des impacts particuliers sur le développement, par exemple, que l'abus physique n'a pas. Donc ça, c'est une force de l'étude aussi. On a eu des bons accords interjuges pour la transcription de nos verbatims. Puis la qualité des interactions a toujours été mesurée par des observatrices certifiées. Donc, ce qui nous confirme que nos mesures sont bien valides. Puis, notre groupe de comparaison sur qui on s'est basé pour dire que les enfants négligés étaient en difficulté ou non, est comparable à ce qu'on retrouve dans la littérature concernant le développement typique du langage chez les enfants francophones, seulement que notre groupe est plus volumineux, donc très intéressant. Dans la plupart des études sur les habiletés de langage, c'est une 30aine d'enfants par groupe, mais dans le nôtre, il y en avait 86. Donc, on est confiant aussi que les enfants négligés ont été comparés à des enfants qui ont un niveau typique. Donc, on les a pas comparés à un super échantillon. Les limites, d'abord, moi, dans le cadre de cette étude-là, précisément, j'ai regardé la LMA, mais j'ai pas regardé toutes les composantes langagières qui existent. Donc, j'ai pas regardé, par exemple, le vocabulaire, j'ai pas regardé les habiletés pragmatiques d'utilisation du langage, j'ai pas regardé les habiletés de compréhension. Et on sait que dans le développement, ces composantes-là s'inter-influencent et se nourrissent entre elles. Donc, dans le cadre de la plus grande étude du projet Élan, il y a une mesure exhaustive des habiletés de langage expressives. Donc, il n'y a pas le volet compréhension, mais il y a l'expressif parce qu'on a beaucoup de données, puis ça va venir combler beaucoup de manque de connaissances. J'en ai parlé, la globalité de la mesure, de la qualité des interactions, est-ce qu'on s'intéresse à l'expérience moyenne d'un enfant moyen versus la LMA, qui est une mesure très spécifique, qui est très pointue pour un enfant. Donc, si on se rapprochait un petit peu plus en termes de mesures, par exemple, de regarder la stimulation langagière offerte à cet enfant-là, qui nous intéresse par l'éducatrice, on aurait peut-être eu des tendances plus claires. Et finalement, il y a des variables potentiellement confondantes qu'on n'a pas incluses dans les analyses parce qu'on avait un trop petit échantillon. Donc, sinon, on aurait perdu toute notre puissance statistique. Mais par exemple, est-ce que l'enfant était dans une famille adoptive avec ses parents biologiques? Donc, tous les changements de vie auxquels un enfant est exposé peut avoir des impacts sur son développement, ses caractéristiques personnelles, la durée de la prise en charge. Donc, on n'a pas inclus ces informations-là dans les analyses.
finalement, perspective de recherche, j'en ai glissé un petit mot. D'abord, réaliser des études avec des enfants négligés plus jeunes. Dans la première étude, dans le premier projet Élan, ils sont en genre de 3 et 5 ans. On voit déjà des écarts à 3 ans, donc d'être en mesure de détecter plus précocement l'apparition des difficultés langagières. Dans ce contexte-là, il y a une demande de subvention qui a été déposée au CRSH pour documenter ça. Alors, on croise les doigts que ça va être obtenu. C'est la même équipe de recherche avec Sylvestre et collaborateurs. Aussi, de réaliser des études avec un devis longitudinal pour documenter les trajectoires développementales, documenter l'évolution des difficultés et des habiletés de langage. Donc, ça, c'est l'objectif de la grande étude. C'était pas l'objectif de mon doc. Puis finalement, une autre perspective de recherche, ce serait d'étudier la relation en ayant la relation qui m'intéresse, en ayant des services de garde où la qualité du soutien à l'apprentissage est plus haute que 3,25 pour voir quand on a des milieux qui sont plus forts côté soutien à l'apprentissage, est-ce qu'on observe encore une fois, la tendance négative ou est-ce que c'est plutôt une tendance positive? Donc, ça permettrait de vérifier les tendances que moi j'ai soulevées pendant mon doc. Finalement, dans les implications cliniques, ben, les grandes difficultés que les enfants négligés présentent sur le plan du langage, ça milite vraiment sur l'offre pour bonifier ou encourager, soutenir une offre de services soutenue, basée sur les besoins développementaux des enfants négligés, dont des services en orthophonie. On voit que c'est une composante qui est vraiment une sphère du développement qui est fortement compromise, tout en se questionnant sur les modalités de cette offre de services-là pour s'adapter aux caractéristiques familiales de la clientèle en situation de négligence. À ce niveau-là, le Centre d'expertise pour le bien-être et le développement des enfants à Québec est très collé sur les données probantes en offrant des services orthophoniques à domicile, en outillant les parents, l'entourage de l'enfant. Donc, c'est vraiment une offre de services sur mesure qui est tout à fait cohérente avec ce qu'on sait dans les écrits sur les meilleures pratiques pour soutenir le développement du langage des enfants en situation de négligence. Donc, bravo au centre d'expertise. Et aussi, dans un deuxième temps, de favoriser la qualité des interactions dans les services de garde éducatifs qui sont fréquentés par les enfants négligés, en faisant la promotion du rôle de l'orthophoniste, en faisant la promotion des interactions positives dans ces milieux-là. Pour les éducatrices, moi, ce que j'ai entendu beaucoup dans mon doc, c'est que c'était difficile pour elles d'être libérées pour assister à des formations. Donc, j'ai pas la réponse, mais de favoriser la participation à des activités de formation, de développement professionnel. J'ai une collègue qui travaillait sur une co-intervention éducatrice orthophoniste. Ça fait partie du rôle de l'orthophoniste de faire des activités indirectes comme le soutien dans les milieux de garde, par exemple. Donc, de vraiment le faciliter, l'encourager, le promouvoir. Donc, c'est les perspectives cliniques, les retombées que je vois de ce projet-là. Il y a un projet qui est possiblement en branle, un projet CPE Centre Jeunesse pour lequel on attend des développements qui seraient la continuité de mon doc et qui serait vraiment hautement pertinent pour la clientèle. Donc, à suivre à ce niveau-là. On se croise les doigts aussi pour ça. Donc, merci pour votre présence. Merci à vous.